Il aura fallu attendre presque 100 ans après la bataille pour qu'en septembre 1912 soit inauguré ici, à la ferme du Caillou, un ossuaire rassemblant les restes épars de soldats français morts à Waterloo. On le doit à l'initiative privée de l'historien Lucien Laudy, entouré sur cette photo d'époque par les frères Hector et Théo Fleischmann. Tous trois joueront un rôle important dans la consécration de la ferme du Caillou comme lieu de mémoire à préserver pour les générations futures. C'est aux soins pieux de M. Lucien Laudy qu'on doit de pouvoir inaugurer aujourd'hui la première tombe élevée dans ce vaste charnier de Waterloo. Nul endroit ne pouvait être mieux choisi que ce pacifique parc de la ferme du Caillou, quartier général de l'empereur pendant la tragique journée du 18 juin 1815. Le long de la route qui relie Charleroi à Bruxelles, entre Genappe et le plateau de Mont-Saint-Jean, se trouve une ferme blanche, la ferme du Caillou. Cette ferme faisait jadis partie des possessions de l'abbaye d'Affligem, avant d'être rachetée par la famille Bouquéot, qui occupait bâtiments, terres et dépendances depuis la fin du XVIIe siècle. Par chez nous, on dit vulgairement au caillot, ou caillot, au lieu de dire au caillou. Ainsi disait mon père, Henri, propriétaire de la ferme du temps de la bataille. À gauche de la porte d'entrée s'étend le corps de logis, formé de 3 pièces. À droite, 2 granges, un office, une buanderie, encore une grange. Il y a une cour intérieure dans laquelle se trouve un vieux puits et un verger de 40 hectares qui borde la route. Du mur qui l'entoure, le regard porte sur les hauteurs de Rossomme et de Plancenoit. Alors Wellington a appris la défaite de Blücher à Ligny et il bat en retraite en direction de Bruxelles, donc le long de la route de Charleroi à Bruxelles. C'est le long de cette route que se trouve la ferme du Caillou. Napoléon alors va laisser 33 000 hommes aux ordres du maréchal Grouchy pour suivre les Prussiens, et lui-même, avec la garde impériale et sa réserve de cavalerie, il va rejoindre les forces de Ney aux 4 bras, et il va donc pourchasser les troupes de Wellington qui reculent vers Bruxelles et qui vont s'arrêter donc sur la crête de Mont-Saint-Jean, au sud de Waterloo. Le fermier, Henri Bouquéot, inquiété par la présence de soldats du contingent brunswickois, abandonne la ferme du Caillou et s'enfuit à Plancenoit avec les siens. Pendant plus d'1 heure, on ne cessa de cribler de balles les portes et les fenêtres. Dans cette situation critique, mon père, suivant le conseil de 2 officiers pleins d'humanité, décida de se sauver en se retirant au village de Plancenoit. Alors le temps devient très mauvais, un orage éclate, il y a de la pluie, une pluie très abondante, qui dégrafe d'ailleurs les ailes du chapeau de Napoléon, ce qui fait qu'il avait l'air d'un personnage du Barbier de Séville, avec son chapeau qui retombait sur ses épaules, ce qui faisait rire ses soldats. Le long de la route de Bruxelles, donc des officiers français suivent les premiers cavaliers, et dans ces officiers français, il y a un certain nombre d'officiers de la maison de Napoléon, donc de son entourage immédiat. Et ces officiers repèrent la ferme du Caillou comme étant un logement possible pour l'empereur. Tout ce qui paraît inutile, ils le jettent par la fenêtre et ça sert à alimenter le feu de bivouac des soldats de la garde impériale. Son logement n'étant pas prêt, on fit un feu de bivouac. Et là, couché sur une botte de paille, il attendit que sa chambre fût mise en état. Il fit tirer ses bottes, qu'on eut de la peine à lui arracher, ayant été mouillé toute la journée. Et déshabillé, il se mit au lit où il dîna. La plupart des membres de l'état-major vont loger dans ce qui était une grange à l'époque. Donc la petite salle des aides de camp, comme on l'appelle, qui précède le logement de l'empereur, c'était minuscule. Il ne pouvait même pas
tous s'asseoir dans cette petite pièce. Donc c'était un service très dur, hein. Il fallait être jeune et en bonne santé pour résister comme ça pendant plusieurs nuits sans dormir. Le 18 juin, à l'aube, le fermier Bouquéot, ayant appris que l'empereur en personne logerait dans sa ferme, envoie une servante pour contrôler cette rumeur. Lorsque Napoléon était sur le point de quitter le Caillou, le fermier a donc appris que l'empereur logeait chez lui et il est allé à la ferme parce qu'il espérait recevoir quelques gratifications, quelques indemnités. Napoléon était généralement généreux dans ce genre de situation. Et de fait, il accueille bien le propriétaire et il lui remet, je crois, une certaine somme. Il lui promet en tout cas une indemnisation. Il est près de 9 heures quand Napoléon quitte la ferme et se dirige vers les avant-postes français. Il a confié la protection du quartier général et de ses équipages au lieutenant-colonel Düring, commandant le 1er bataillon du 1er régiment de chasseurs à pied de la garde impériale. La bataille est engagée. La situation à la ferme est tranquille. Le camp français est confiant de l'issue favorable de la bataille. Mais au cours de l'après-midi, une certaine préoccupation se fait jour. La nuit n'était pas encore arrivée que l'on vit la route se couvrir de traits d'artillerie, de soldats blessés. Je fis provisoirement mettre le lit de l'empereur dans ses étuis, je fermai le nécessaire et je me tins prêt à tout événement. Le major Düring doit constater aussi qu'il y a des troupes ennemies qui se profilent à l'horizon. Donc ce sont les Prussiens qui arrivent sur le flanc droit des Français. Me voyant sur le point d'être attaqué sans le soutien de personne, je fis filer le trésor et les équipages de l'empereur. Je fis rassembler mon bataillon adossé à la ferme, détacher 100 hommes en tirailleurs dans les bois et 100 autres en réserve. L'armée française abandonne la ferme du Caillou, laissant derrière elle de nombreux blessés qui ont trouvé refuge dans les granges. Dans la nuit, surviennent les troupes prussiennes de Blücher qui occupent et saccagent la ferme. Ils mettent le feu aux granges. Au lendemain de la bataille, le fermier Bouquéot découvre le désastre. Toute l'habitation a souffert. Les granges sont en cendres, le corps de logis a été mis à sac, les biens emportés, le verger ravagé, le bétail immolé, les moissons réduites à néant par les marches des soldats. Il estime ses pertes à 56 000 francs. Henri Bouquéot, se sentant trop vieux pour remettre la ferme en état, la vend en 1818 à un certain Jean-Joseph Aubry, cultivateur. Celui-ci la reconvertit en cabaret. Pendant cette période, on ne se soucie guère de préserver un lieu historique. Les clients et d'autres voyageurs qui viennent s'enivrer et faire la fête au cabaret préfèrent entendre les légendes qui se colportent autour de la bataille. À propos d'un trésor, si fouillant la terre votre bêche rencontre un corps dur, ne dites pas « c'est le coffre de Napoléon », car à l'instant même ce coffre s'enfonce plus profondément dans le sol et échappe à toute recherche. On raconte qu'un tambour et 4 hussards français sont enterrés sous l'actuelle buanderie et que certains soirs d'orage, on entend des roulements de tambours. C'est au point que certains membres du personnel refusent de loger sur place. En 1869, le bien est acheté par Émile Coulon. C'est le premier propriétaire à mesurer l'importance historique de la maison. Il fait poser une grille sur laquelle une plaque commémore la bataille. Il rachète à la famille Bouquéot les meubles dont Napoléon s'est servi la nuit du 17 juin. Une chaise en bois de cerisier à fond de jonc, dans le salon diverses chaises aussi en cerisier, également à fond de jonc, et 3 tables en chêne juxtaposées recouvertes d'un tapis provenant d'une fabrique de Tournai. En 1905, la veuve Coulon vend le Caillou à la comtesse de Villegas, future épouse de l'historien Lucien Lodi. La ferme du Caillou est quand même délaissée assez longtemps. Elle n'est pas considérée comme un lieu de mémoire parce que les Français ne s'intéressent pas tellement à la bataille en tant qu'endroit que l'on peut visiter.
Et c'est au début des années 1950 que la ferme du Caillou va être transformée en musée grâce à l'action de Lucien Laudy et de Théo Fleischmann. Après d'indispensables travaux de réfection et d'aménagement, l'inauguration officielle du musée du Caillou a lieu le 3 juin 1951. En 1973, le musée est vendu à la province du Brabant. Et le 24 juin 1974, le musée du Caillou est inauguré comme musée provincial. Waterloo retient la rêverie de ceux qui tentent de ramener l'histoire à l'indispensable mesure des leçons humaines. Ici, chaque pierre garde en elle d'éloquentes blessures. Chaque vallonnement se peuple de fantômes. Chaque nom a un prolongement, prolongé, inoubliable. Le Caillou, quartier général de Napoléon à Waterloo, est la borne où s'arrête sa chevauchée épique. C'est un pèlerinage de plus, dédié à celui qui a, pour garder sa mémoire, la longue succession des siècles.